Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec David Jayes, essayiste et professeur et enseignant à Sciences Po, avec Matthias Fekl, ancien ministre de l'Intérieur et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, et avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « Quelle ville pour demain ?» Le sujet est ainsi présenté. Un tiers des Français disent désormais vouloir quitter la ville pour la campagne. En cause, le coût du logement, l'absence d'espace vert, le stress des transports, le bruit, la foule, la saleté. Autant d'éléments qui pèsent lourd au regard des évolutions de la société et des aspirations à une vie plus saine, menée à un rythme plus serein. Dans ce contexte, comment les villes peuvent-elles évoluer pour offrir un cadre de vie plus agréable ? À quelles conditions pourront-elles relever des défis aussi nombreux que le vieillissement de la population, le changement climatique ou la situation pandémique ? Le 1 livre donc son éclairage dans un numéro réalisé en partenariat avec Sorbonne Université, et on peut y lire également la tribune d'Éric Fotorino qui expose la situation des 200 titres indépendants, dont le 1, qui, après la liquidation du distributeur Prestalis, attendent le remboursement de leur encours estimé à 30 millions d'euros. Du mois de mars au mois de septembre, nous avons régulièrement diffusé des suppléments, des BADA, conversations avec des auditeurs vivant dans des pays étrangers qui nous ont éclairés sur la situation sanitaire, économique et quelquefois politique de ces pays. Nous entreprenons depuis le 8 octobre un deuxième tour de ces conversations. Sont déjà en ligne des entretiens avec Jules Fournier sur la situation à San Francisco, avec Karine Nishimura sur la situation au Japon, avec Alexis Bonsen sur la Jordanie, avec Frédéric Ducarme sur le Vanuatu et avec Charles Bruno sur Hong Kong. Suivront au rythme de 1 tous les 2 jours des conversations sur le Brésil, Singapour, la Corée du Sud et New York. Si vous n'êtes pas abonné, vous retrouvez ces entretiens sur notre site à la rubrique Les Badas. Intéressons-nous maintenant à la situation de la justice et aux différents moyens de la sortir de l'ornière. En avril 2016, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, constatait, je cite, « L'institution judiciaire est en voie de clochardisation. Alors que cette année, les dépenses publiques vont atteindre 65% du PIB, la Commission européenne indique que la France ne consacre que 72 € par habitant et par an à la justice, contre 146 en Allemagne, et que notre pays ne compte que 10 juges pour 100 000 habitants, contre 21 pour la moyenne de l'Union européenne. D'où l'allongement des délais au détriment des citoyens. Un jugement de première instance demande 309 jours en France contre 19 au Danemark. Plus grave encore, la durée moyenne d'une instruction pénale excède 5 ans, avec des cas comme le procès de l'affaire de Karachi où un premier jugement est intervenu en juin 2020 pour des faits qui remontent à 1994, ce qui suffit à priver de sens et de portée cette décision. Des délais qui explosent un peu plus encore avec la pandémie et son confinement qui a succédé à une grève de 3 mois des avocats. En janvier, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'état de ses prisons. Maître Patrice Spinozzi, avocat de l'Observatoire international des prisons, a dénoncé alors, je cite, « des établissements surpeuplés, 150, 160, 190 jusqu'à 200% d'occupation, des détenus entassés, parqués dans des cellules sales, insalubres, délabrées, souvent la présence récurrente et persistante de nuisibles, des rats, des punaises de lit, des scolopendres », fin de citation. Dans une décision rendue le 2 octobre, le Conseil constitutionnel a donné 5 mois au Parlement pour voter une loi permettant aux prévenus de saisir un juge judiciaire si leur incarcération constitue une atteinte à la dignité humaine pour qu'il y mette fin. Dans ce contexte, l'annonce le 28 septembre de la hausse de 8% du budget de la justice a été qualifiée d'historique par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Il atteindra dans le cadre du budget de l'État pour 2021 la somme de 8,2 milliards d'euros, un record depuis un quart de siècle, se félicite le ministre. L'ancien avocat qui a fait de la proximité
l'axe prioritaire de sa politique, annonce 200 millions d'euros supplémentaires destinés à lutter contre la délinquance du quotidien au plus près des victimes. L'aide juridictionnelle bénéficie d'une hausse de 10% des crédits, tout comme la sécurité pénitentiaire. Le budget 2021 de la justice prévoit 2450 emplois supplémentaires, dont 950 nouveaux emplois contractuels à recruter dès maintenant. Une centaine de ces postes concernent des renforts pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation, et 764 juristes doivent venir épauler les greffes dans les prochaines semaines et les tout prochains mois. Les recours aux délégués du procureur et aux magistrats honoraires ou à titre temporaire vont être doublés sur cette question. Mathias Feckel. La situation est compliquée depuis longtemps et vous avez rappelé les propos de l'ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas. Donc les choses couvent depuis des années. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a 3 crises au moins qui convergent pour rendre la situation extrêmement délicate. D'abord, une crise de confiance généralisée, et quels que soient les acteurs que l'on considère. Il y a une crise entre les citoyens et leur justice, et une crise de confiance profonde, entre les avocats et les magistrats, et réciproquement, pourrait-on dire. Il y a une crise de confiance et souvent des difficultés à bien travailler ensemble entre les forces de l'ordre et la justice, qui s'expriment par bien des manières. Ça, c'est extrêmement préoccupant quand vous avez 2 services publics régaliens majeurs au cœur du pacte républicain qui se regardent en chien de faïence. Et puis, il y a une crise de confiance entre les magistrats et le pouvoir politique. Ça, on pourrait aussi l'appeler, et c'est la deuxième crise, une crise de gouvernance. Là aussi, c'est pas quelque chose de nouveau, mais il me semble que dans la défiance qui se cristallise aujourd'hui sur la personne, la figure du nouveau garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, il y a là aussi sans doute l'aboutissement d'années et d'années de difficultés. Quel type de difficultés ? Il y a d'abord la question récurrente des interventions individuelles dans les procédures judiciaires. Et même si de nombreux gouvernements ont toujours proclamé et souvent pratiqué une abstention en la matière, ce doute-là est permanent. Pourquoi ? Parce que, et c'est le deuxième problème beaucoup plus fondamental, on est au bout sans doute aujourd'hui d'une logique institutionnelle et organisationnelle du pouvoir judiciaire en France. Autorité judiciaire, d'ailleurs au terme de notre Constitution, et non pas pouvoir de plein exercice. Donc on est peut-être au bout de la conception française de séparation des pouvoirs, avec une défiance très forte envers les magistrats, une difficulté à leur reconnaître pleinement leur rôle de contre-pouvoir, et puis inversement une difficulté de l'autorité judiciaire à se défaire de soupçons de politisation en son sein. Et puis il y a une dernière crise, tout cela d'ailleurs s'exprimant, et ça je pense que c'est assez rarissime, au plus haut niveau, lorsque les 2 plus hauts magistrats du pays, François Molins et Chantal Arens, écrivent une lettre ouverte pour exprimer tout cela et aussi le mal-être des magistrats. Et puis la dernière crise, c'est une crise de moyens. Et vous en avez parlé à l'instant. Il y a un organe qui dépend du Conseil de l'Europe, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, qui est méconnu, mais qui fait un travail de collection de statistiques et d'analyse absolument remarquable entre tous les pays membres du Conseil de l'Europe. Et ce qu'on constate là-dedans, c'est le retard abyssal de notre pays par rapport à d'autres grandes démocraties avancées, puisque pour beaucoup d'indicateurs, vous en avez listé un certain nombre, la France est tout juste dans la moyenne, mais dans la moyenne, il y a des pays membres du Conseil de l'Europe qui ne correspondent pas à de hauts standards démocratiques. On va dire les choses poliment. Donc le fait d'être dans la moyenne en termes de budget alloué à la justice par habitant, en termes de nombre de magistrats, etc., est quelque chose d'extrêmement préoccupant qui se traduit dans le fonctionnement quotidien de notre institution judiciaire par le manque total de moyens dans certains tribunaux, y compris vraiment, ça fait mal de le dire comme ça, mais des moyens matériels qui sont nécessaires pour pouvoir juger comme il faut, des bureaux correctement isolés et chauffés, du matériel informatique, des imprimantes, des photocopieuses, etc. Donc, on est sans doute là vraiment à la limite de l'exercice.
La justice est au cœur de notre pacte républicain. Elle a aujourd'hui du mal à s'exercer pour toutes ces raisons que j'ai indiquées et pour d'autres. Ça se traduit en lenteur, ça se traduit encore une fois en défiance et cela traduit un affaiblissement de l'État, de sa capacité d'intervention, de régulation des rapports sociaux. Et donc on est au cœur du défi régalien auquel le président de la République est confronté, mais auquel notre pays, dans son ensemble, est aujourd'hui confronté. Nicole Lisoto. Oui, moi je vais revenir sur quelques points. D'abord sur la crise de confiance, et en particulier du public à l'égard de la justice, je crois que c'est très important, parce que les gens, j'ai vu le dernier sondage IFOP, 73% des personnes interrogées jugent que la justice n'est pas assez sévère. Donc c'est pas simplement la question de la lenteur des procédures, de divorce, ou je ne sais quoi, c'est aussi le sentiment du laxisme de la justice. Et ça, c'est très grave quand on le met en rapport avec l'espèce de violence sociale qui monte quand même dans ce pays, et quand on la met en rapport avec ce sondage absolument délirant, de l'IFOP encore, disant que 55% des Français sont pour le rétablissement de la peine de mort. Et donc, je trouve que ce chiffre, par rapport à la perception d'un laxisme, moi je ne peux pas juger, je ne sais pas si la justice est laxiste, mais sur certaines affaires, notamment de pédophilie, on a vu que les procédures n'étaient pas complètement suivies. Je trouve que là, il y a une responsabilité de l'institution à communiquer davantage, en particulier pour qu'on n'arrive pas à 80% de favorables à la peine de mort. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous n'avez pas parlé d'une crise qui me paraît être la crise de l'institution elle-même. Le juge, la figure de juge, représentant l'indépendance, la vertu, etc., le défenseur de tous les opprimés de la terre. Et je crois que ça a peut-être été le cas, mais ça n'est plus le cas. Il me semble aujourd'hui que ce qui nuit à l'image de la justice, c'est une espèce d'indépendance par excès. Le juge est dans notre pays quelqu'un de totalement irresponsable. Il peut se tromper, il peut perdre ses dossiers dans le métro. Il n'y a aucune sanction contre le juge. Et Montesquieu lui-même disait, qui a quand même le père de la séparation des pouvoirs, la vertu même a besoin de limites. Et donc, on est dans un système, et on a vu plusieurs affaires. Moi, je suis encore scandalisée, notamment pour l'affaire Outreau, où le juge, comment s'appelait-il déjà, le juge Burgot a été simplement recasé. L'affaire Grégory, où le juge Lambert n'a eu non plus aucune sanction, et le malheureux, il a mis fin à ses jours il n'y a pas si longtemps. Mais donc, on est dans une situation où l'institution ne fait, premièrement, jamais d'autocritique, n'a aucune sanction contre ses juges et ne pense qu'à une chose, c'est défendre l'institution. On est dans une espèce de corporatisme qui me semble là nuisible, en tout cas, à l'indépendance justement de la justice, parce que indépendance, ça ne veut pas dire irresponsabilité dans la société. Et troisième point, vous n'avez pas parlé non plus des rapports... vous en avez parlé, des rapports entre justice et politique, mais au plus haut niveau, entre les magistrats notamment et le ministre actuel. Entre parenthèses, moi je ne trouve pas du tout que le ministre est juge et partie. Je trouve qu'il est victime et partie. Ce sont ces téléphones qui ont été écoutés par 3 magistrats qui ont outrepassé leur fonction, me semble-t-il, et ça revient à mon point précédent. Les juges, aujourd'hui, sont dans une telle indépendance qu'ils n'ont absolument aucune limite et ils enfreignent même la loi. Mais en revanche, la question de la justice et de la politique, on la trouve aussi dans les affaires. Et ça, je trouve que c'est un point peut-être qu'il faudrait évoquer. Il y a eu des milliers d'affaires dans la 4e, la 3e, la 4e, la 5e République. Aujourd'hui, on a l'affaire Tapie, l'affaire Fillon, l'affaire Ferrand, l'affaire Balkany, l'affaire Cahuzac est réglée, l'affaire Urvoas, que vous avez citée, mais qui n'est pas blanc comme neige. Et moi, là, j'ai l'impression d'une évolution positive. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, les hommes politiques quand ils étaient condamnés après des dizaines d'années de procédure, ils étaient condamnés plutôt à des peines de sursis. Et là, on a 2 cas où, pour la première fois, l'affaire Balkany et l'affaire Fillon, où les hommes politiques sont condamnés à des peines de prison ferme. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie comme évolution, mais c'est une évolution certaine. Peut-être que la justice se sent moins tenue de ménager les responsables politiques, mais j'aimerais bien aussi vous entendre là-dessus. David Jayes. Oui, vous avez brossé, Philippe, dans votre introduction, un portrait particulièrement inquiétant de l'état de
de la justice. C'est vrai qu'il est cocasse de se dire qu'un pays qui consacre à peu près 55% du PIB à la dépense publique en temps normal et 65% dans les circonstances extraordinaires que nous traversons est l'une des dépenses intérieures de justice en euros par habitant, l'une des plus faibles des pays de l'OCDE. Vous le rappeliez, Philippe, 72 euros par habitant, alors que c'est 146 en Allemagne, littéralement le double. Il en résulte bien évidemment une dégradation du service public de la justice, des délais de procédure, des délais de jugement qui sont incompréhensibles. Au fond, quand on met 25 ans ou 30 ans, vous parliez de l'affaire Karachi, on pourrait multiplier les exemples, pour aboutir à un jugement, c'est presque un jugement pour la beauté du droit, c'est-à-dire que ça ne procure pas, la justice n'est pas rendue dans les délais dans lesquels elle devrait être rendue. Alors, il faut quand même se réjouir que des mesures budgétaires aient été annoncées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021, qui prévoit à la fois un renforcement des moyens de fonctionnement, parce que c'est vrai que Mathias le rappelait, la justice, même sur le plan matériel, fonctionne aujourd'hui dans un état absolument déplorable, et puis des embauches de magistrats, de juristes, de greffiers, c'est-à-dire des fonctionnaires qui vont faire tourner le service public de la justice. Il faut en avoir une approche globale, dans la mesure où le service public de la justice participe d'une chaîne pénale qui ne se réduit pas simplement aux magistrats et aux greffes, mais il y a l'amont, c'est-à-dire le travail de la police. Et ça suppose évidemment de la confiance entre la police et la justice. Et puis il y a l'aval, en particulier pour ceux qui sont condamnés à des peines de prison. Aujourd'hui, l'administration pénitentiaire française est dans un état de surchauffe et de difficulté extrême. Le taux de saturation des prisons françaises est extrême. Et évidemment, ce n'est pas le meilleur moyen de faire fonctionner l'autorité de la justice que d'avoir une situation aussi dégradée dans les prisons. D'une manière générale, je crois que la crise de la justice, c'est assez significatif plus globalement de la crise des services publics que nous traversons en France depuis une vingtaine d'années. Et il est de ce point de vue regrettable qu'on ne réponde aux crises qu'au coup par coup, à la faveur des circonstances un peu exceptionnelles que nous traversons. La France a été frappée par une terrible vague d'attentats depuis Mohamed Merah. On a pris conscience que les mesures de suppression d'emplois dans la police et la gendarmerie n'étaient peut-être pas adaptées à la gravité de la menace et de la situation. On vient de traverser une crise Covid qui a abouti à un Ségur de la santé qui permet une revalorisation des personnels, un renforcement des capacités hospitalières. Faut-il attendre une crise totale et définitive de la chaîne pénale pour repenser les missions de la justice et renforcer ses moyens? Moi, je préférerais qu'on réfléchisse globalement à ce que doivent être les missions de l'État au XXIe siècle, à ce que doit être un service public au XXIe siècle, à ce que doit être la redistribution au XXIe siècle. Et on voit que crise après crise se dessine quand même un moment où une refondation sera nécessaire et où on sera obligé d'examiner en fait les services publics et les priorités essentielles que nous voulons confier à ces services publics dans l'avenir. Peut-être pour terminer, quelques mots sur l'organisation de la justice. Effectivement, une des raisons de la crise de confiance que pointait Mathias tout à l'heure, c'est probablement le fait que, et ce n'est pas tellement un paradoxe, la justice soit à la fois très faible dans notre constitution et dans notre équilibre institutionnel, et que, au fond, cette impuissance publique de la justice s'accompagne parfois d'un excès de pouvoir personnel. C'est Guy Carcassonne d'ailleurs qui disait ça. Les magistrats dans la Ve République ont été tellement maltraités qu'ils ont souvent compensé ce mauvais traitement institutionnel et constitutionnel par des pratiques hasardeuses. Et effectivement, là, je crois qu'on est aussi à l'aube d'une grande réflexion sur ce sujet. Je ne suis pas personnellement favorable à ce que le gouvernement ne nomme plus les procureurs et les parquetiers en général. En revanche, il faut renforcer les garanties d'indépendance. Il y a eu des progrès qui ont été faits avec la fin des instructions individuelles, par exemple. Je pense qu'on pourrait passer demain à une situation d'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature pour la désignation des parquetiers. Ça renforcerait les garanties d'indépendance, tout en maintenant l'idée que les juges du parquet restent quand même des juges qui jugent au nom de l'État
et qu'il y a une unité et une indivisibilité de l'État en France. Je pense qu'on peut faire aussi beaucoup plus pour développer la culture commune des hauts fonctionnaires, et les magistrats, il faut le dire, sont aussi des hauts fonctionnaires. Bien sûr, juger, ça n'est pas administrer, c'est pas le même métier, donc on va pas faire une seule école, comme le préconisait à un moment le rapport Thiriez, pour former les magistrats, les administrateurs civils, ça n'aurait pas de sens. En revanche, qu'il y ait un tronçon de scolarité commun, qu'il y ait un stage commun, un moment où on peut développer de la culture commune et de l'échange, ne serait-ce que pour apprendre à mieux se connaître et reconstruire de la confiance, ça me paraît absolument nécessaire. Et puis, bien sûr, il y a des attitudes individuelles qui sont parfois déplorables, il y a des violations du secret de l'instruction, il y a des écoutes qui sont franchement aux limites de la légalité, il y a une politisation parfois excessive, et ça, c'est des choses qu'il faudra aussi prendre en compte, mais ça doit être fait dans une perspective de réforme globale, à mon avis, de la justice. Je ne suis pas aussi sûr que Nicole que la justice soit laxiste. Avant le Covid, les prisons étaient archi pleines, et d'ailleurs j'ai cité tout à l'heure le rapport qui a été fait par l'Observatoire international des prisons. Je ne suis pas sûr non plus que les magistrats prennent la mesure de l'image qui est la leur profondément, je dirais, dans l'ADN de la société. C'est quand même une profession qui a longtemps été servile, qui a été corrompue, qui a été achetable, les épices, il y a aucun lire les plaideurs. C'est aussi une profession qui, il n'y a pas très longtemps, en tout cas beaucoup de témoins sont vivants, a accepté de prêter serment au maréchal Pétain, sauf l'un d'entre eux, a accepté pour certains d'entre eux, mais beaucoup, de constituer cette section spéciale, enfin ces cours spéciales qui ont jugé des gens qui étaient déjà jugés, qui ont condamné à mort des gens qui, d'après le code pénal, ne risquaient qu'1 an de prison, etc. Tout ça, on s'en souvient. Alors les magistrats pensent que parce que maintenant ils peuvent se syndiquer, parce que ils sont capables de prendre collectivement la parole pour défendre tel ou tel principe, ils pensent que ça a nettoyé leur image dans l'opinion publique. Mais je pense que ça n'est pas vrai, et qu'il suffit soit d'une erreur comme celle du juge Burgot ou d'autres magistrats instructeurs, soit d'une situation dans laquelle on voit bien qu'un magistrat n'est pas indépendant, je pense au rapport entre le juge Courroy et le président Sarkozy, pour que tout à coup remonte à la surface cette défiance qui est fondée en histoire, à défaut peut-être d'être fondée en actualité ou fondée en droit. Et puis il y a quand même beaucoup de magistrats qui ont été sensibles à la griserie des médias. Et qui ont balancé en prison en détention provisoire, qui est censé n'être... Enfin, le code pénal est extrêmement clair. La détention provisoire ne doit être prononcée que si il y a pour la personne suspectée la possibilité de maquiller les preuves ou de s'enfuir. Et il y a quand même des gens, je pense... Je viens de finir le livre d'un avocat, Jean-Pierre Versini-Campincky, qui est maintenant un monsieur d'un certain âge, pour pas dire d'un âge certain, qui a une histoire personnelle assez pittoresque, dans la mesure où il est à la fois picard, corse et antillais. Et donc, toute cette partie est particulièrement réjouissante. Je dois dire, il la raconte avec beaucoup de verve et d'humour. Et il parle de ses différentes filiations d'une manière extrêmement vive et sympathique. Et quand il aborde son métier, il y a des moments où on a froid dans le dos. Il a été l'avocat de Jean-Christophe Mitterrand dans une histoire où fils Mitterrand était en prison parce qu'il était le fils Mitterrand. Il a été l'avocat du patron de Buffalo Grill, qui a failli tomber en faillite et qui en a été réduit à vendre son affaire pour la moitié de ce qu'elle valait, sur la base d'une accusation d'un juge d'instruction qui n'avait pas suffisamment travaillé, etc., etc. Il y a des gens qui ont fait 30 mois de détention pour à la fin être reconnus innocents, et il ne s'est rien passé. Il y a là quelque chose qui, chaque fois qu'une affaire de ce genre apparaît, déteint sur l'ensemble de la magistrature. Et dans les 3 cas que raconte Maître Versini-Campincky, il y a à l'évidence un effet terrible de la griserie des médias. Mathias Feckel. Je crois que c'est Balzac qui disait « Le juge d'instruction est l'homme le plus puissant de France ». Et d'une certaine façon, ça n'a pas changé. On pourrait y ajouter sans doute certains journalistes, que Balzac d'ailleurs décrivait également. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit David, et je pense que c'est une des manières de répondre
aux questions de Nicole. Il y a aujourd'hui une crise de l'institution, ça c'est absolument pas un scoop, et en réalité on est dans un problème de mouvement de balancier excessif, et notamment eu égard au rapport justice et politique. Pendant des années, il y a eu, je pense, une forme d'impunité quand même absolument insupportable, y compris pour des problèmes qui auraient dû être jugés en droit commun de manière tout à fait évidente, et où les procédures ont traîné, voire n'ont jamais été vraiment enclenchées. Et ça a créé ou conforté dans l'opinion l'idée d'une société à deux vitesses avec une caste de privilégiés assez fortement ancrée maintenant, incontestablement. Inversement maintenant, on peut aussi craindre un mouvement de balancier dans un excès inverse. Et je pense notamment à un point qui est l'intervention du juge judiciaire dans l'exercice de responsabilités politiques lorsque ne sont pas en cause des problèmes de droit commun ou des dérives, ou de la corruption, ou du financement, ou que sais-je, mais l'exercice de compétences d'État. Je m'explique. Hier, ont eu lieu des perquisitions chez plusieurs membres du gouvernement, chez un ancien Premier ministre, en raison de la pandémie. Alors moi, je ne veux pas m'exprimer sur ces perquisitions et cette procédure en particulier, parce que je fais partie de ceux qui respectent vraiment l'idée qu'il faut laisser les juges travailler, mais sur le plan des principes, si on prend un peu de recul et qu'on aborde le problème de manière générale, je suis pas du tout certain, et je suis même à peu près convaincu du contraire, que ce soit devant le juge que puisse se régler l'évaluation et le jugement historique des responsabilités dans la crise de cette pandémie. Qu'aurait-il fallu faire? Qu'aurait-on pu faire différemment, mieux, etc. Bien sûr qu'il faut établir des responsabilités, mais est-ce que c'est en allant au domicile de ministres pour aller fouiller, pour savoir ce qu'ils ont fait ou pas fait, qu'on va régler le problème? Je ne le pense pas, et je pense même qu'il y a là un risque de paralysie supplémentaire du pouvoir politique. On prête au président de la République ce mot en disant, en gros, la moitié de mon gouvernement passe son temps à gérer son risque pénal, ce qui est parfaitement compréhensible. Le président de la République, lui, n'a pas de risque pénal, puisqu'il a une immunité qui couvre tous les actes commis dans l'exercice de ses fonctions. Mais il est tout à fait normal, je dis pas bien ou pas bien, il est normal que des acteurs, y compris à haut niveau de l'État, intègrent l'ensemble des paramètres. Et s'ils se disent, en prenant telle décision, en m'exposant à un risque, en n'ouvrant pas tous les parapluies, toutes les ceintures, toutes les bretelles, etc., je vais finir 15 ans devant des procédures judiciaires, puis en prison ou que sais-je, forcément, vous agissez différemment. Donc il y a là aussi un risque de dérive très fort contre lequel je tenais à alerter. Oui, d'autant que l'ordinateur et le téléphone portable du ministre de la Santé ont été saisis et qui s'est retrouvé du jour au lendemain dépourvu de son propre téléphone et de son ordinateur, dont on imagine que ces deux instruments devaient lui être utiles dans la période. David Jayes. Oui, alors sur les magistrats, peut-être, moi je veux pas accabler les magistrats, j'en connais beaucoup, et ce sont des gens qui font un métier difficile, et pour l'écrasante majorité d'entre eux, avec une conscience professionnelle extrême. Ils travaillent dans des conditions extrêmes. Ils travaillent énormément. Et c'est des gens qui ont vraiment le sens de la justice et le sens de l'intérêt général. Mais effectivement, comme ils ont... J'attendais le mais. Ils ont une responsabilité immense parce qu'ils manipulent la vie. Ils ont le pouvoir de priver de liberté. Et quelle privation de liberté? L'incarcération. Ils ont effectivement le pouvoir, comme disait Mathias, le juge d'instruction, citant Balzac, l'homme le plus puissant de France, le temps de l'instruction. Donc ils ont des prérogatives et des pouvoirs immenses, et donc qui dit prérogative immense, dit responsabilité immense. Et effectivement, la moindre faute ou la moindre erreur peut avoir un effet de déstabilisation important sur l'institution. Un mot peut-être sur les perquisitions. Évidemment, il ne s'agit pas de se prononcer sur une instruction judiciaire en cours, encore que ni Mathias ni moi ne soyons le pouvoir exécutif. Par conséquent, comme citoyens, nous avons le droit d'avoir un avis. On a encore le droit d'avoir un avis sur différentes choses dans ce pays. Moi, je suis quand même... je ne connais pas le fond de la plainte qui a été déposée, ni des instructions en cours, évidemment. Mais je suis quand même très, très interrogatif sur le choix de la date. C'est-à-dire que cette perquisition intervient des potrons minés au petit matin, au lendemain d'une annonce majeure, celle du couvre-feu, en pleine deuxième vague, et elle mobilise au fond
des dizaines de fonctionnaires de police, elle se fait au domicile d'un ministre de la Santé en exercice, elle se fait au domicile du directeur général de la Santé, elle se fait dans leur service, alors que ces gens-là ont à gérer l'une des pires crises sanitaires de l'histoire. Je ne suis pas certain, effectivement, que ça donne une excellente image de la justice, et je ne suis pas certain non plus que ça contribue à améliorer l'efficacité de l'action publique face à des crises aussi importantes, parce que effectivement, si on peut tâtonner, si on peut commettre des erreurs, etc., il faut évidemment qu'il y ait des commissions indépendantes qui fassent la lumière, qui établissent les faits, qui permettent de faire des retours d'expérience, mais je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'avoir des enquêtes judiciaires en pleine gestion de crise qui viennent en quelque sorte paralyser l'action publique et qui vont aggraver ce défaut qu'on reproche déjà aux responsables politiques et aux hauts fonctionnaires français, qui est celui de se couvrir en permanence et d'activer le parapluie pour gérer son risque pénal. Alors, ça dit, nous avons beaucoup parlé là de la justice pénale. C'est aussi pour les affaires civiles que la situation de la justice est dramatique. J'ai dit tout à l'heure, il faut pratiquement 1 an pour qu'une affaire arrive au jugement en première instance, alors qu'il faut 17 jours au Danemark. S'il faut 17 jours au Danemark, ça serait intéressant de savoir comment les Danois se débrouillent pour arriver à un délai aussi compacté. Et puis, on n'a pas parlé d'une autre justice qui est importante dans la vie économique, qui risque fort de l'être de plus en plus après quand on en aura fini, si possible bientôt, avec la pandémie, qui est la justice, qui sont les tribunaux de commerce, sur lesquels les rapports les plus sévères existent depuis longtemps et sur lesquels les projets de réforme se sont successivement cassés les dents ou bien n'ont abouti qu'à des décisions cosmétiques. Et je me souviens de rapports de l'ancien président du syndicat de la magistrature, François Colcombet, qui l'avait fait d'ailleurs avec enfin peu importe, et qui manifestait là-dessus la sévérité la plus grande, et ça n'a eu aucune espèce d'effet. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant à ce qui se passe aux États-Unis et que nous nous demandions ensemble ce qu'on peut attendre de Joe Biden. Si Joe Biden accroche à sa ceinture le spectaculaire scalp de Donald Trump, en quoi sa présidence différerait-elle de celle de son adversaire en matière de politique étrangère ? Le candidat démocrate n'a pas eu beaucoup d'occasions de développer ses intentions, mais certaines de ses prises de position récentes et surtout de ses initiatives comme sénateur, puis président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat et comme vice-président de Barack Obama, éclairent sur ses orientations diplomatiques. Dans un article paru dans Foreign Affairs au début de l'année, avant la pandémie, Joe Biden a annoncé qu'il prendrait une fois élu, je cite, des mesures immédiates pour renouveler la démocratie et les alliances des États-Unis. Il reviendrait dans l'accord de Paris sur le climat, ainsi qu'au sein de l'Organisation mondiale de la santé quittée par Donald Trump au début de l'année. Il rejoindrait les Européens sur le nucléaire iranien, comme il le précise dans une tribune publiée le 14 septembre sur le site de CNN. Une fois élu, il affirme qu'il offrira une voie crédible à la diplomatie, je le cite, si l'Iran revient à une application stricte de l'accord nucléaire, les États-Unis retourneront à cet accord comme point de départ à des négociations avec l'Iran. Sur Israël, Joe Biden a fait savoir qu'il ne reviendrait pas sur le déménagement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, tout en répétant sa volonté d'œuvrer pour une solution à 2 États. Il a également estimé que les États-Unis devaient faire davantage pression sur la Turquie pour réduire les tensions avec la Grèce. Dans les années 90, alors sénateur, Joe Biden a soutenu l'intervention militaire des États-Unis en ex-Yougoslavie. Il a voté en 2003 en faveur de l'intervention en Irak. Quand il était vice-président de Barack Obama, il a appuyé en 2011 l'intervention occidentale en Libye, de même qu'il a soutenu la non-intervention en Syrie, après les bombardements chimiques de Bachar el-Assad, qui constituaient pourtant officiellement une ligne rouge à ne pas franchir. Aux côtés de Barack Obama, il a participé à la politique dite du pivot, ce basculement stratégique du déploiement de la puissance américaine, en se détournant de l'Europe et du Moyen-Orient pour se porter vers l'Extrême-Orient, visant explicitement à contenir la puissance chinoise ascendante. D'accord sur ce point, républicain comme démocrate, voit en Pékin le concurrent direct de Washington. L'ancien chef du Pentagone, Robert Gates, qui avait servi sous
George W. Bush et que Barack Obama avait maintenu en fonction, affirme que le vice-président Joe Biden, je cite, s'est trompé sur quasiment toutes les questions de politique étrangère et de sécurité nationale des 4 dernières décennies. Les deux hommes s'étaient opposés, notamment sur l'importance de la force à déployer en Afghanistan, et Gates, qui souhaitait un renforcement de la présence militaire, l'avait emporté sur Biden. Sur cette question, Nicole Nisotto. Oui, la question de savoir quelle sera la politique étrangère de Biden est une question qui intéresse au plus haut point les Européens et les partenaires extérieurs des États-Unis, parce qu'ils sont en souffrance sous Trump, mais c'est pas une question fondamentale comme d'habitude dans le débat électoral américain. Donc c'est une question, si je puis dire, exogène pour le débat électoral. Mais la question que les Européens se posent, c'est est-ce que Joe Biden va ressusciter l'image et la pratique d'une Amérique relativement bienveillante, amie du multilatéralisme et de l'Europe, autrement dit l'Amérique on fantasme et qu'on aime bien, celle de Clinton ou d'Obama, ou est-ce qu'il va être dans la continuité de Trump, simplement de façon plus polie et plus mesurée? Alors, moi, je crois que la continuité va largement l'emporter sur la rupture. Alors, les ruptures, vous en avez parlé, Philippe, elles concernent, je crois, 3 dossiers, le climat, ça paraît très clair. Le multilatéralisme, Biden rentrera dans des institutions que Trump a ou minées de l'intérieur ou quittées, l'OMS, l'OMC où il va sans doute renommer des juges, l'OTAN dont il va dire que c'est formidable, etc., et que son engagement pour l'Europe est total. Donc ça, c'est une différence, effectivement. Et puis la troisième différence, ce sera sur l'Iran, encore que l'Iran a quand même beaucoup changé depuis 2015. Et donc, le retour des États-Unis dans l'accord de 2015 n'est pas aussi évident que cela. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y aura ces 3 points de rupture, le climat, le multilatéralisme, l'Iran, et il est entouré, il a passé 47 ans à Washington, il connaît par cœur le microcosme diplomatique, les think tanks, les parlementaires, la presse, il est entouré de conseillers que les Européens connaissent par cœur, le Nick Burns qui a déjà été ambassadeur à l'OTAN, Anthony Blinken qui parle français comme vous et moi. Enfin, il y a toute une vieille génération de diplomates qui sont là et dont on attend qu'elle ressuscite l'Amérique que l'on aime. Mais moi, je crois, malheureusement, ou heureusement, je n'en sais rien, qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions et qu'on sera beaucoup plus dans la continuité polie que dans la rupture avec Trump, pour un certain nombre de raisons. D'abord, parce qu'il y a toujours une marge entre le programme d'un candidat et sa politique réelle. Et là, on peut faire référence à Obama. Quand il a commencé, Obama a fait ce grand discours du Caire, où il y avait cette promesse de réconciliation avec le monde musulman, etc., et total, il n'a non seulement rien fait, mais sa politique a été le retrait des États-Unis maximum, le retrait maximal des conflits du Moyen-Orient. Il avait essayé également au début de sa politique le reset, c'est-à-dire de redémarrer à zéro avec la Russie, et ça n'a pas été possible. Je ne dis pas que c'est de sa faute, mais en tout cas, l'affrontement entre guillemets avec la Russie est demeuré ce qu'il était de façon intacte. Et donc, entre les bonnes intentions de Biden, notamment le discours de Jake Sullivan dont vous parliez, Philippe, dans Foreign Affairs, et la réalité de sa politique, il faut quand même pas trop se faire d'illusions. Deuxième raison, parce que évidemment le monde a changé pendant le mandat de Trump. Le monde a changé de lui-même et Trump a changé le monde aussi d'une certaine façon. Et donc Biden va arriver en étant obligé d'assumer un certain héritage, notamment sur Israël-Palestine. Je crois que Joe Biden ne va pas remettre en cause le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem, ne va bien évidemment pas remettre en cause les accords qui ont été signés récemment entre Israël, l'Amérique, les Émirats arabes unis et peut-être l'axe avec l'Arabie saoudite. Et donc, ça, je crois qu'il va hériter, même sur le climat. Il va peut-être entrer dans la COP21, mais il y a quand même des dizaines de milliers d'emplois qui dépendent maintenant de la survalorisation des industries carbonées que Trump a réalisée pendant tout son mandat. Et donc, ces gens-là, il faudra bien s'en occuper. Mais la troisième raison aussi, je crois que pour laquelle la continuité risque de l'emporter sur la différence, c'est que finalement, les démocrates considèrent que Trump n'a pas totalement tort sur un certain nombre de sujets. Le premier sujet sur lequel les démocrates sont d'accord avec l'équipe de Trump, c'est l'isolationnisme américain. Ils ont beau
aimer davantage les institutions multilatérales que l'Amérique a elle-même créées. Ils vont revenir effectivement dans l'OMS, dans l'OTAN, etc. Mais ils ne sont pas pour autant interventionnistes. Je crois que les démocrates partagent avec les républicains cette idée que l'Amérique ne doit plus être le gendarme du monde et que donc il ne faut pas se reposer pour les États-Unis pour gérer les crises qui ne sont pas des crises des États-Unis. Et je crois que les démocrates, et il le dit très bien dans son discours du Foreign Affairs, vont faire comme Trump, c'est-à-dire utiliser l'arme du commerce, l'arme des sanctions, plutôt que la force. Ça, c'est un premier point de continuité. Le deuxième point de continuité, c'est la priorité américaine. Alors, ils ne vont pas avoir le slogan « America First », mais l'Amérique intérieure d'abord. Et tout le discours ils disent que l'Amérique ne peut être forte à l'extérieur que si elle est forte, apaisée, réconciliée à l'intérieur. Donc, il va de nouveau avoir cette introversion de la politique américaine, beaucoup plus qu'un intérêt pour le reste du monde. Et troisièmement, parce qu'il y a un consensus bipartisan sur la menace chinoise depuis très longtemps, bien avant Trump. Les Américains ne peuvent pas se passer de menace. Donc il y en a une, c'est la menace chinoise, mais il se trouve que ça correspond aussi à une espèce d'autocritique que font les démocrates sur l'irénisme économique qui a été le leur pendant la décennie qui vient de s'écouler, c'est-à-dire cette idée que la mondialisation, comme disait Fukuyama, serait la fin de l'histoire, que la mondialisation allait amener un monde plus pacifié, une Chine plus démocratique, un rapprochement, etc. Et ils reconnaissent aujourd'hui que c'est faux. La jeune génération des démocrates sont des pragmatiques, sont plus des réalistes que des idéologues. Et donc cette idée que la Chine ne va pas se rapprocher des Occidentaux à cause du commerce, mais au contraire est le grand gagnant de la mondialisation, et que donc l'Amérique souffre de la mondialisation, cette idée est devenue aujourd'hui une idée partagée par les démocrates. David Jayes. Oui, alors je partage assez globalement ce qu'a dit Nicole. Pour essayer de voir quelles pourraient être les ruptures et les continuités de Biden par rapport à Trump, il faut d'abord voir ce qui fait la singularité de Trump dans sa politique étrangère. Je crois que ce qui fait sa singularité absolue vis-à-vis de son prédécesseur, mais aussi de l'establishment républicain traditionnel, c'est son rejet massif du multilatéralisme. Il s'est désengagé de l'accord de Paris, il a vertement critiqué ses partenaires de l'OTAN qui ne consacraient pas au moins 2% de leur PIB à des dépenses militaires, il est sorti de l'UNESCO, il a mis en crise ce qu'il restait du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que l'OMC. Donc on avait un ordre international qui reposait sur l'hégémonie américaine, et aujourd'hui, les États-Unis, avec Trump, ont fait preuve d'un refus d'hégémonie, comme en équitation, un cheval peut faire preuve d'un refus d'obstacle. Donc, on peut imaginer tout de même, en termes de rupture, que Biden, s'il est élu, et les choses ne sont pas certaines, va réinvestir le système multilatéral. Et ça va avoir pour conséquence première que les États-Unis vont établir à nouveau des relations très fortes avec un certain nombre de partenaires avec lesquels les liens s'étaient distendus ces dernières années. Je pense en premier lieu à l'Allemagne. Je pense que Merkel, qui avait des relations exécrables avec Trump, la version est presque physique. Il suffit de regarder les images des sommets internationaux où les deux dirigeants se retrouvent avoisinés. On voit que c'est une aversion physique de l'un pour l'autre, d'ailleurs. C'est réciproque. Je pense que l'Allemagne va se rapprocher, si Biden est élu, considérablement des États-Unis et va se faisant retrouver, se voir réinvesti d'une forme de leadership. En revanche, et c'est là que je suis assez d'accord avec Nicole, je pense que l'ordre des priorités de la politique étrangère américaine, multilatéralisme mis à part, ne va pas beaucoup changer. 2 dossiers pour exemplifier ça. D'abord, je pense que Biden ne va pas perturber le nouvel équilibre des forces au Moyen-Orient, auquel Trump a largement contribué. Et d'ailleurs, moi, je m'en désole parce que c'est une terrible nouvelle, par exemple, pour le peuple palestinien. Ce qui se passe en ce moment, et notamment le déménagement de l'ambassade à Jérusalem, les nouvelles alliances avec les monarchies du Golfe. Mais il est évident que Biden ne ramènera pas l'ambassade américaine à Tel Aviv et ne remettra pas en cause les nouveaux systèmes d'alliance qui prévalent aujourd'hui entre Israël et les monarchies du Golfe. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y aura une forte continuité entre Trump et Biden sur le dossier chinois. Ça fait 15 ans qu'à Washington, la Chine est identifiée comme la menace numéro 1. Et c'était d'ailleurs l'axe de la politique d'Obama, qu'on lui a beaucoup reproché en Europe et au Moyen-Orient. Vous savez, ce fameux
pivot. L'idée que les intérêts stratégiques des États-Unis devaient basculer du théâtre européen et méditerranéen vers le théâtre asiatique, avec cette version contemporaine du containment que Obama a essayé de mettre en place, qui était au fond le renforcement des liens des États-Unis avec les démocraties asiatiques qui entourent la Chine. C'était l'objectif, par exemple, du traité transpacifique de commerce, fidèle au mot de Montesquieu selon lequel le commerce adoucit les mœurs. Obama cherchait en réalité à ferrer des alliances avec des démocraties asiatiques comme la Corée du Sud, comme le Japon, pour isoler les États-Unis. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que l'Europe va faire dans l'hypothèse où Biden est élu. Aujourd'hui, on assiste dans l'équilibre des relations internationales à une lutte d'influence comparable à celle qu'on voyait à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y a un hégémone qui est en train de commencer son déclin, ce sont les États-Unis. Cet hégémone a écrit la grammaire de l'ordre libéral international depuis 1945, et on a une superpuissance qui aspire à être elle-même un hégémone, c'est la Chine. Xi Jinping a bien dit qu'en 2049, la Chine serait, à tout point de vue, la première puissance mondiale et qu'elle laverait les affronts coloniaux qui lui avaient été infligés. Et au fond, au début du XXe siècle, on a exactement la même situation, et c'est cette situation qui, malheureusement, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais a mené au premier conflit mondial. On a un hégémone finissant qui est le Royaume-Uni, qui a dominé l'ordre libéral international du 19e siècle. Et on a deux superpuissances militaires, technologiques, industrielles qui aspirent également à l'hégémonie, l'Allemagne d'un côté et les États-Unis de l'autre. Et on voit aujourd'hui que les Chinois sont particulièrement actifs sur le terrain du multilatéralisme. D'une part, ils jouent le jeu des institutions telles qu'elles existent, ils investissent les comités techniques, ils sont à la FAO, ils sont dans les GAFI, ils sont présents à l'OMS, un peu trop d'ailleurs. Au Comité des droits de l'homme. Au Comité des droits de l'homme. Tout en développant leurs propres instruments multilatéraux avec leur propre clientèle. C'est ça qui est amusant, c'est qu'ils jouent à la fois sur l'ordre libéral tel qu'il a été imposé par les États-Unis, et puis ils jouent sur d'autres instruments. Ils ont créé la Banque asiatique d'infrastructure, par exemple. Et au fond, la vraie question qui se pose, c'est celle de l'Europe. C'est-à-dire, si les États-Unis reviennent à meilleure fortune multilatérale, l'Europe va-t-elle continuer son processus d'émancipation qu'on voit poindre et chercher à affirmer une troisième voie, une voie européenne avec un autre modèle politique, économique et social, ou est-ce qu'elle va revenir, pour reprendre la phrase de Kant, dans son état de minorité, c'est-à-dire au fond d'alliance transatlantique avec les États-Unis, avec une relation asymétrique. Au fond, si Biden dit « je réinvestis le système multilatéral » et que le rapprochement avec Merkel se fait, il peut y avoir une tentation de revenir dans le jeu des anciennes alliances et de l'asymétrie qui prévalait avant l'élection de Trump. Matthias Fekl. Vous parlez tous au futur. Je vais rester au conditionnel. Espérons bien sûr que Biden soit élu, mais avec de la prudence. Effectivement, la politique étrangère n'est pas un sujet de débat politique intérieur. D'ailleurs, en France, pas tellement plus quand on regarde les élections présidentielles. Et donc, restons prudents jusqu'à la dernière minute. Cela étant dit, plusieurs choses. D'abord, on l'a presque oublié avec ces années Trump, mais une élection de Joe Biden à la présidence américaine serait un retour déjà à un style diplomatique plus classique. Ce serait la fin de la brutalisation des partenaires, des chefs d'État et de gouvernement amis par tweet. On se souvient quand même de scènes totalement stupéfiantes, de quasi-insultes contre Trudeau depuis Air Force One, enfin des choses qui ont déstabilisé beaucoup, je pense, les relations diplomatiques. On est dans l'anecdote, mais on est aussi dans le symbole, et je pense que ce premier aspect de retour à une forme d'écoute, à une forme de partenariat de long terme et le minimum de confiance qui est nécessaire dans ces cas-là, serait quelque chose d'extrêmement important. Alors après, il ne faut pas idéaliser, je pense, l'Amérique d'avant, y compris celle d'Obama. On a tendance à dire, parce que l'homme a du style, que c'était un immense humaniste sur la scène internationale. Je crois que les choses sont plus compliquées. Je ne vais pas faire trop l'ancien combattant, mais je me souviens de négociations sur notamment ce qu'on appelait le TTIP, ou TAFTA pour certains, où l'administration américaine défendait les intérêts américains. Et c'est pas moi qui leur en ferai le reproche. Je considérais que parfois, l'Europe, sans doute, était encore dans une forme de naïveté,
même si la commissaire européenne qui était arrivée à ce moment-là, Madame Malmström, avait, avec un certain nombre d'États membres, donné des inflexions très importantes. Mais vous aviez, côté américain, une capacité à dérouler une vision des intérêts américains et à les défendre coûte que coûte, qui était impressionnante et qui était assez brutale. Bon, et c'est ça les relations internationales, c'est aussi des discussions franches, comme on dit, mais où chacun défend l'intérêt de son économie, l'intérêt de sa vision du monde, de ses valeurs. Et c'est vrai en matière commerciale, c'était vrai aussi en matière diplomatique et militaire. Lorsque le président Obama, après avoir fixé des lignes rouges au régime syrien, en disant que si ces lignes étaient franchies, il y aurait des interventions, des représailles militaires, au dernier moment, décide, alors que beaucoup de partenaires étaient prêts à y aller, en particulier la France, que finalement il est urgent d'attendre, c'était déjà une conception quand même très particulière. Alors, encore une fois, je ne mets pas du tout sur le même plan le président Obama et Donald Trump, mais les États-Unis, dans leur ADN, profondément ont cette idée, légitime par ailleurs, qu'ils doivent défendre leurs intérêts. Nous considérons qu'en tant qu'un des leaders mondiaux, ils ont aussi à assumer un leadership sur la planète et à défendre des intérêts qui les dépassent. Pas toujours vu ainsi côté américain. Troisième point, il est vrai que Donald Trump a changé des choses, et il est vrai, en tout cas, moi je le dis au risque de me faire mal voir, que certains changements étaient tout à fait les bienvenus, et notamment la fin de la naïveté en matière commerciale. Il en a été question avant, Nicole en a parlé. Je pense que là, même si encore une fois, derrière, il y a le racisme, il y a toutes les dérives insupportables du bonhomme. Mais sur l'idée que la Chine, depuis des années, a tiré profit de la mondialisation sans en respecter toutes les règles, qu'elle n'est pas devenue une démocratie, c'est le moins qu'on puisse dire, que le régime s'est durci, pas tellement le problème de Trump d'ailleurs, mais que elle bénéficie aujourd'hui de nombreux avantages du statut d'économie de marché à l'OMC sans respecter les règles d'anti-dumping, de concurrence loyale, etc. Tout ça, on est au cœur des malheurs induits par une certaine mondialisation, par la désertification de territoires entiers, par le déclassement, quasiment la disparition des classes moyennes dans certains territoires, classes moyennes qui sont le ciment de la démocratie. Donc si nous sommes aujourd'hui dans une crise démocratique profonde, c'est aussi parce que l'assise de nos grandes démocraties libérales, l'assise sociologique, a été fragilisée, et en particulier par des pratiques commerciales violentes et une incapacité des États à y répondre en mettant en œuvre des politiques adaptées. Quatrième point, j'essaye d'accélérer. Quel impact sur l'Europe ? Là, je pense que c'est absolument majeur. Est-ce que la solidarité assez forte qui est née en partie d'ailleurs contre Trump et du fait du besoin de s'unir face à un partenaire américain qui n'était plus fiable, est-ce que ça va perdurer ou non ? Est-ce que des relations différentes entre les États-Unis et l'Allemagne vont affaiblir le moteur franco-allemand qui a quand même plutôt bien redémarré là ? Tout ça, c'est très prospectif, mais ce sont des questions, je pense, à poser. Dernier point, je suis plus optimiste sur la volonté de Biden, s'il était élu, d'aller vers un Green New Deal, comme on dit, c'est-à-dire de faire de la diplomatie environnementale un des angles de sa présidence, et y compris de transformer en partie l'économie américaine à l'intérieur, il a annoncé des plans à coût de centaines de milliards de dollars d'investissement dans les nouvelles formes d'énergie, la transition énergétique, la transformation profonde de l'économie américaine. Donc là, il y a quand même, pour le coup, une lueur d'espoir et d'avenir. Nicole Niesotto ? Oui, 3 points très rapidement. D'abord, pour David, je ne crois pas que Trump a été le refus de l'hégémonie. Le refus de l'hégémonie, il est marqué par Obama. C'est Obama qui retire l'Amérique du Moyen-Orient, c'est Obama qui refuse d'intervenir en Syrie en 2013, c'est Obama qui refuse de faire quoi que ce soit sur l'Ukraine et la Crimée en 2014. Et donc, je ne crois pas du tout qu'une administration démocrate reprendra l'hégémonie au sens où on l'entend, c'est-à-dire s'occuper des affaires du monde à la place des autres. Ça, ils ne le feront pas. Et ils ont effectivement un plus grand intérêt pour le multilatéralisme, mais c'est un multilatéralisme, si je puis dire, indifférent.
c'est rentrer dans les institutions qu'ils ont créées pour contrôler un peu les autres, mais non pas du tout pour reprendre une politique d'intervention. Ça, c'est mon premier point. Deuxièmement, je ne crois pas du tout à ces théories de Thucydide où une grande puissance diminue, une autre puissance monte et c'est la guerre. Je ne crois pas du tout. Pourquoi ? Parce que le Covid est passé par là et que les États-Unis et la Chine, qui sont effectivement les deux grands adversaires des décennies futures, sont deux puissances affaiblies différemment pour des raisons différentes chacun des autres, mais seront deux puissances affaiblies. Et pour longtemps, la Chine n'est pas cette superpuissance qui gagne après le Covid parce que le marché à l'exportation s'effondre. Et tant que le marché intérieur chinois ne reprend pas le relais, la Chine n'est pas en position de force. Et troisièmement, sur l'Europe. Alors, là aussi, je ne crois pas que Trump a uni les Européens, Mathias, contre lui. Je ne crois pas que Trump ait suscité un sentiment, une prise de conscience de l'identité européenne dans le monde et de la nécessaire défense des intérêts de l'Europe dans le monde. Pas du tout. Et donc, les Européens sont toujours divisés, et on le voit sur plein de dossiers, sur la Turquie, sur le Moyen-Orient, sur l'Afrique, sur la reconnaissance, par exemple, d'Israël comme capitale. Enfin bon, on s'est divisé comme d'habitude. Et donc, si Trump n'a pas divisé, n'a pas réuni les Européens contre lui, en revanche, Biden va les diviser encore plus. Et moi, mon inquiétude, c'est celle-là. Je pense que l'élection de Biden est sans doute une bonne nouvelle parce qu'il ne faut pas jouer la politique du pire. Mais pour les Européens, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle en termes de division politique. Ils vont faire le forcing pour qu'on les suive sur la menace chinoise, en particulier en matière de haute technologie, et nous empêcher d'avoir notre propre politique pour rentrer dans le camp occidental, et ils vont nous empêcher d'avoir l'espèce d'exigence de souveraineté politique que le président Macron essaye de défendre depuis le général de Gaulle, et sans aucun succès. Et donc, je crois que pour l'Europe, l'élection de Biden sera un facteur supplémentaire de division, et ça n'est pas une bonne nouvelle, au risque de me faire critiquer par les auditeurs. David Jays ? Oui, en deux mots, je pense, Nicole, qu'il ne faut pas confondre hégémonie et interventionnisme. Il peut y avoir une hégémonie bénigne, comme disent les stratèges américains, benign hegemony. D'ailleurs, Nicole, vous parliez vous-même du multilatéralisme indifférent. S'agissant des deux superpuissances, je suis assez d'accord avec le fait qu'elles ont toutes les deux du plomb dans l'aile. Les États-Unis parce que l'interne affaiblit gravement le rayonnement externe. La Chine par déficit de soft power. C'est-à-dire que le système chinois n'est pas un système désirable en dehors de la Chine. Et donc, elles sont condamnées, à mon avis, à une longue guerre froide, et ce qui risque de plonger le monde dans un état d'instabilité grave. Mais ce que je crois, c'est que en réalité, on entre dans une phase de très très grande incertitude où il y a peut-être une voie étroite pour l'Europe, et je pense que ce serait dommage que l'Europe ne la saisisse pas. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais ouvrir d'abord en précisant que le livre de maître Jean-Pierre Campin-Versini, que j'ai cité tout à l'heure, est intitulé Papier d'identité et qu'il est publié aux éditions du Cerf, et aussi en disant que j'ai signalé l'autre jour l'exposition Turner au musée Jacques Marandré. Je voudrais signaler maintenant au Petit Palais l'exposition sur l'âge d'or de la peinture danoise, qui est une peinture de la lumière, qui est une peinture, ça date du début du 19e siècle, étrange période, comme le fait d'ailleurs remarquer le commissaire, enfin le font remarquer les commissaires de l'exposition, période où le Danemark venait de connaître une quantité de défaites et où en même temps sa peinture est à un des grands moments de sa vie. C'est une exposition lumineuse. Je ne sais pas ce qu'il en est puisque j'y suis allé avant que les décisions présidentielles tombent. Je ne sais pas s'il y aura plus de monde ou moins de monde, mais en tout cas, la jauge, quand j'y étais, était tout à fait agréable. Et donc, c'est le moment de profiter de ce Petit Palais. Mathias Fekl. Deux brèves, très brèves. D'abord, pour saluer l'élection de François Sureau à l'Académie française. Au premier tour, et sans aucune croix ni vote blanc, ce qui est une chose exceptionnelle. Absolument. Un écrivain magnifique qui perpétue la belle tradition des avocats, écrivains, académiciens, et puis un ardent défenseur des libertés dans une période où elles sont menacées. Donc pour toutes ces raisons, je trouvais que c'était une belle nouvelle et un ami du nouvel esprit public. Et puis, une fois que vous serez allé au Petit Palais, en suivant les conseils de Philippe, traversez l'avenue pour aller au Grand Palais. Il reste une quinzaine de jours pour aller voir l'extraordinaire exposition sur Pompéi. Émouvante, très belle, avec des techniques muséales, muséographiques
contemporaine qui vous plonge vraiment dans cette ville si émouvante jusqu'à l'éruption du volcan, comme si vous y étiez, les conséquences désastreuses en moins. Mais c'est un moment très marquant, très fort, que vous pouvez faire en famille, seul, et qui, je pense, vous laissera des souvenirs profonds. David Jayes. Oui, moi je vous recommande le dernier ouvrage de Robert Boyer paru aux éditions La Découverte, qui est extrêmement intéressant parce que Robert Boyer, c'est un économiste de l'école de la régulation, comme Michel Aglietta. Et cette école de la régulation, elle a longtemps été un peu tenue à l'écart par la science économique officielle, parce qu'elle avait une approche trop institutionnelle, trop historique. Et en réalité, je pense que cette école de la régulation est remise en selle d'abord par la crise financière. Elle n'a pas suffisamment saisi sa chance à ce moment-là. Et là, je pense que la crise Covid vient confirmer l'intérêt de cette analyse qui mêle en réalité la science économique, l'histoire, la théorie du droit et des institutions. C'est un livre passionnant dans lequel Robert Boyer nous prédit au fond un choc planétaire entre d'un côté un capitalisme transfrontalier dominé par les plateformes qui ont plus que jamais tiré avantage et profit de la crise Covid et du confinement et qui monétisent de la data en veux-tu, en voilà. Et d'un autre côté, un capitalisme statocentré, capitalisme des puissances un peu sur le déclin, les États-Unis, certains pays européens, etc., des secteurs traditionnels de l'économie. Et il se pose cette question qui m'obsède aussi, est-il possible de faire émerger une troisième voie qui se rapproche davantage de l'économie mixte ou de ce qu'on appelait pour les 30 Glorieuses le capitalisme contractuel, étant entendu que cette troisième voie devra aujourd'hui faire une grande part à la transition écologique. Nicole Nisotto. Alors, 2 brèves, très brèves aussi. L'une, pour continuer notre conversation, je vous recommande la lecture de la revue Politique étrangère de l'IFRI, le numéro de l'été, où il y a un grand article de Laurence Nardon sur quelle sera la politique étrangère américaine. Et d'ailleurs, le numéro de l'été et le numéro d'automne 2020 de Politique étrangère sont consacrés aussi à des réflexions sur le monde post-Covid, et c'est très intéressant. Et ma deuxième brève, c'est pour continuer le parcours artistique commencé par Philippe Meyer, en vous recommandant ensuite de reculer un peu, d'aller vers Concorde, et là d'aller au musée de l'Orangerie, qui est un musée sublime, qui a été restauré de façon magnifique, avec du béton brut très simple, et où on peut voir, d'une part, l'exposition, la petite exposition de Chirico, mais que dans sa période, de début de période parisienne, avec ses architectures magnifiques et un peu bancales, que je trouve très très belle, et puis la fameuse collection de Paul Guillaume, qui est le fonds propre de l'Orangerie, et qui est mise en valeur de façon absolument magnifique. Donc, comme le couvre-feu nous oblige à sortir l'après-midi plutôt que le soir, allons aux expositions. Je vous remercie. Je remercie aussi Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Adrien Beccaria qui l'enregistre, Benoît Carré qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau qui veille à notre site, Olivier Magloire qui surveille les plateformes de financement, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel esprit public, non sans vous rappeler les BADA qui nous donnent des nouvelles de ce qui se passe dans des pays où vivent des auditeurs du nouvel esprit public, comme la Jordanie que nous venons de mettre en ligne, comme le Vanuatu, comme Hong Kong et d'autres qui vont suivre. À la semaine prochaine.